Bonjour la faune, ici Bagheera. Oui, je sais, la chaîne s'appelle Irundo, c'était mon ancien nom. Je me suis rebaptisé en Bagheera. Bon, si vous voulez savoir, je vous le dirai. J'imagine que vous en foutez un petit peu et que vous êtes venu surtout prendre des informations sur la structuration de l'entraînement au tricking. Et donc, on ne va pas perdre de temps. On va aller rapidement sur ça. Peut-être juste avant, vous raconter un petit peu d'où ça vient. Cette conférence qui se partage en plusieurs parties a été directement prise du livre que j'ai écrit sur le tricking, hein. Je me suis rendu compte au bout de plusieurs mois de structuration, de restructuration du livre, qu'il était beaucoup trop dense, il était illisible, imbuvable, et que le fait de mettre les choses à l'oral était beaucoup plus efficace et allait certainement mieux servir la cause du tricking. Donc on se donne rendez-vous tout de suite pour cette conférence. Donc voici le début de cette conférence qui fait partie d'une série de conférences que je vais tourner petit à petit. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est le corps et le tricking. Alors dans cette partie, on va voir beaucoup de théories sur des notions qu'on voit en préparation physique et avec un petit peu de biomécanique. Alors en ce qui concerne la biomécanique, je ne vous donnerai pas de formule. Il n'y aura pas de formule, il n'y aura pas de calcul. Ce sera vraiment de la biomécanique intuitive. Ce sera vraiment des choses très simples à retenir, hein. Alors, cette mini-conférence, en fait, se partage en deux parties. J'ai donc la partie qualité physique. Donc c'est la notion importante que l'on voit en préparation physique. Et à partir de cette notion ou ces notions qu'on voit en qualité physique va découler le type d'entraînement qu'on va faire. Et après, on va faire un peu de biomécanique pour comprendre un petit peu les mouvements. Ces deux parties-là sont vraiment les piliers quand on fait un sport de précision tel que le tricking. C'est la démarche que l'on a en gymnastique acrobatique, c'est la démarche qu'on a en athlétisme, c'est la démarche qu'on a en haltérophilie. Le tricking est un sport très exigeant physiquement. Il va vous demander d'aller dans vos retranchements, de vous remettre en question régulièrement. Et c'est une démarche qui est vraiment indispensable si on veut à la fois évoluer, mais aussi durer dans le temps. Alors, les qualités physiques, il en existe plusieurs, hein. Vous en connaissez certaines. Alors avant tout, peut-être que certains ne savent pas ce que sont des qualités physiques. Les qualités physiques, en fait, ce sont des qualités, ce sont des compétences qui vont vous favoriser dans un sport. Alors vous avez plusieurs exemples, hein. Vous avez la vitesse, c'est une qualité physique. Une qualité physique qui est indispensable quand on court le 100 mètres. Vous avez la force, qui est une qualité physique quand on fait de l'haltérophilie, par exemple, ou qu'on fait de la force athlétique. Je vais vous en lister quelques-unes. Alors, dans une démarche mathématique, la difficulté a été de faire une liste la plus exhaustive possible, c'est-à-dire une liste qui va compter le plus de qualités physiques. Mais le but, c'est pas de faire la liste la plus longue, hein. C'est faire la liste la plus exhaustive possible, mais aussi la plus petite possible. Alors, j'ai listé pour vous 4 qualités physiques. Alors, la première qualité physique que l'on voit, c'est la souplesse. Alors, la souplesse, c'est la capacité à déployer ses articulations selon certaines ouvertures, en fait. On parle de souplesse des hanches, souplesse des épaules. Alors, cette qualité physique, en fait, elle a certaines limitations. Et ces limitations sont dues
à l'articulation elle-même, hein. Le genou ne fonctionne que dans un axe et selon un certain angle, tout comme le coude. Les épaules, c'est une articulation assez souple. Les limitations sont la raideur des muscles, la raideur des tendons, les ligaments. Donc tout ça, en fait, c'est une liste de petites choses qui vont limiter cette qualité physique. Et quand je dis limiter, c'est pas forcément un mal. Cette limitation, elle est aussi là pour préserver vos articulations, vos muscles, pour préserver votre intégrité physique. Ensuite, on va voir, deuxième qualité physique, c'est la force. La force, c'est la capacité à déplacer une charge donnée. Et cette charge donnée, ce n'est pas forcément une charge extérieure au corps, hein, ça peut être le corps lui-même. Parce que lorsque vous décidez de lever le bras pour aller chercher une boîte de conserve au supermarché situé en haut, vous allez faire appel à plusieurs muscles, et ces muscles, il faut qu'ils soient suffisamment puissants pour lever, soulever votre bras, soulever toute cette masse qui va vous permettre d'aller chercher cette boîte. Donc en fait, la force, c'est une qualité physique. Vous avez des sports où on travaille beaucoup sur la force, donc je vous ai cité tout à l'heure l'haltérophilie, et d'autres sports sur lesquels en fait on aura moins besoin de force. Qu'est-ce qu'on peut dire, le curling par exemple. Ensuite, troisième qualité physique que je vous liste, la proprioception. Alors, vous ne verrez certainement pas la proprioception dans les qualités physiques dans la plupart des bouquins. Ça, c'est une observation personnelle et des déductions personnelles de par mes lectures et de par mes observations. Alors, proprioception, c'est quoi ? Proprioception, c'est un mot qui est composé de deux mots, propre et ception, de réception. En fait, c'est l'ensemble des systèmes de capteurs. Alors, les capteurs, c'est le toucher, c'est l'état d'étirement des muscles. Vous avez des capteurs qui vous donnent une information sur tout ça. Vous avez l'oreille interne aussi, vous avez donc les yeux. C'est l'ensemble des capteurs qui vont vous donner une indication sur la position de votre corps dans l'espace. Cette proprioception, on la catégorise plutôt comme un sens dans la plupart des autres, la plupart du temps, mais vous allez voir qu'en fait c'est une qualité physique. Quatrième qualité physique que je vous mets en avant, la coordination. Alors la coordination, bon, vous voyez ce que c'est, hein, c'est la capacité à programmer, à retenir un programme de mouvement, un programme d'enchaînement et à pouvoir l'exécuter. Alors on va s'intéresser un petit peu aux deux dernières qualités physiques, proprioception et coordination. Si on devait faire le rapprochement, l'analogie avec un système informatique, avec un ordinateur portable, la proprioception, ce serait l'équivalent du clavier de l'ordinateur, ce serait l'équivalent de la souris, d'une tablette tactile, ce serait pour un téléphone l'équivalent du gyroscope. Ce serait l'équivalent de l'accéléromètre sur le téléphone. Donc, c'est tous les capteurs qui vont donner une indication sur ce qui rentre, les stimuli entrants. La coordination, ça va être la partie logicielle. Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de programmes, de processus. Donc, c'est vraiment la partie logicielle. Et la coordination, c'est pas une affaire de muscles, c'est surtout une affaire du système nerveux central, donc cerveau et moelle épinière. Alors je vous ai dit 4 qualités physiques tout à l'heure. On a un petit vilain canard au trekking qui s'appelle l'endurance.
L'endurance ou la résistance, c'est la capacité à maintenir un effort sur une certaine durée. Donc vous avez l'endurance de force, vous avez l'endurance cardio-respiratoire. Donc l'endurance de force, c'est pouvoir maintenir une charge le plus longtemps possible. L'endurance cardiovasculatoire, c'est pouvoir courir le plus vite possible sur la plus longue distance possible. Donc ça, cette qualité physique, on dit souvent qu'elle n'est pas nécessaire au trekking, et pourtant si. Donc je l'ai mis en dernier, je l'ai mis en noir, mais je l'ai mis quand même parce qu'en fait, on en a besoin. Donc, vous allez me dire que parmi ces qualités physiques-là, alors je vous ai parlé de la vitesse tout à l'heure, mais là, la vitesse, on ne la voit pas. Ce qu'il faut comprendre avec les qualités physiques, c'est qu'elles se comportent comme, je vous ai dit qu'il fallait faire une liste la plus exhaustive possible, mais la plus courte possible. C'est un peu comme des couleurs. Vous voyez, vous avez des couleurs primaires, et ces couleurs primaires, vous allez pouvoir les composer pour avoir des couleurs secondaires. Eh bien, en combinant ces qualités physiques-là primaires, vous allez pouvoir obtenir des qualités secondaires. Alors, je vais vous poser plusieurs questions. On va faire on va vous poser des petites questions pour voir si vous avez un peu compris. Si on mélange de la coordination, de la proprioception et de la force, ça va donner de la stabilité. La stabilité ou du contrôle musculaire. La stabilité, en fait, on va l'utiliser encore. Une fois qu'on a cette couleur-là, on peut la réutiliser plus tard pour obtenir autre chose. Qu'est-ce que ça donne quand on met de la coordination et de la force ? Être bien coordonné et avoir suffisamment de force pour exécuter ce qu'on veut faire, eh bien, ça donne de la vitesse. Alors, tout comme tout à l'heure, la vitesse, on peut la réexploiter et rajouter plus de force pour obtenir la puissance. Alors, là, peut-être que je vais pinailler, mais pour avoir fait de la physique, la puissance en physique, c'est la force fois la vitesse. Bon, disons que c'est une composante... la force et la vitesse sont des composantes de la puissance. Vous avez ensuite, en ajoutant de la coordination et de la proprioception, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient l'équilibre. Et quand on combine le contrôle musculaire avec la souplesse, ça donne la mobilité. Et vous voyez, ces qualités physiques secondaires, on peut à nouveau les combiner pour obtenir d'autres qualités physiques et ainsi avoir un panel plus vaste. Alors, quel est l'intérêt de faire une liste exhaustive la plus courte possible et de composer d'autres qualités physiques ? En gros, c'est faire une base de qualité physique et comme en cuisine, composer d'autres qualités physiques. C'est que pour l'entraînement, ça va être beaucoup plus facile. Si vous avez des problèmes d'équilibre, eh bien faire des exercices où vous apprenez à coordonner votre corps, ça va vous aider à améliorer votre équilibre. Faire des exercices où vous allez fermer les yeux, c'est-à-dire que là vous allez mettre l'accent sur la proprioception, vous allez fermer les yeux, ça va améliorer aussi votre équilibre. Si vous cherchez à avoir plus de puissance, il y a deux choses à travailler. Il faut travailler votre vitesse, il faut aussi avoir suffisamment de force. Et si vous remarquez bien, sur les 5 qualités physiques secondaires que je vous ai citées, il y en a une qui revient systématiquement, soit directement, soit indirectement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en couleur, c'est la coordination. La coordination, en fait, on la voit tout le temps. Et notamment dans la vitesse. La vitesse, en fait, c'est la capacité à solliciter un certain nombre de fibres musculaires en un minimum de temps, dans un temps donné. C'est donc l'affaire de force, mais surtout de coordination. Il faut coordonner son système nerveux pour que l'action se fasse rapidement. Pour vous donner vraiment un exemple et pour vraiment aller à l'extrême,
Imaginez un pianiste, qui veut jouer un morceau où les notes s'enchaînent très rapidement. Il faut comprendre que dans son entraînement, il ne va pas passer son temps à muscler ses doigts pour rendre ses doigts plus forts. C'est pas ça. En fait, il va s'entraîner à jouer lentement le morceau pour enregistrer l'enchaînement des notes, et en ayant enregistré correctement l'enchaînement des notes, la position des mains, avoir fait tout ce travail-là, seulement là, il va pouvoir aller plus vite. Et donc, ce qui peut paraître paradoxal, hein, c'est qu'en travaillant sa technique, même lentement, en fait, on peut améliorer sa vitesse. C'est quelque chose qui est valable pour la course, pour la course, pour le 100 mètres. Quand on a une mauvaise technique de course, on ne court pas à sa vitesse maximale. Lorsqu'on exécute un mouvement au tricking et qu'on le fait trop lentement, souvent, si ce n'est pas un problème de force, c'est un problème de coordination et de technique. On arrive donc à la deuxième partie où je vais vous donner 3 règles de fonctionnement. Alors, je vous donne 3 règles de fonctionnement. En fait, c'est une règle de fonctionnement de laquelle va découler toutes les autres règles, en fait. Et la première règle de fonctionnement, elle est vraiment importante et elle se retrouve dans la quasi-totalité des sports athlétiques où tout le corps est engagé. Si le bassin passe, alors le corps passe. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors j'ai repris une expression qu'on utilise pour les rongeurs, hein, vous savez, alors j'habite à la campagne et il y a des souris qui se baladent de temps en temps dans les murs, et quand on doit reboucher un trou, on doit le boucher suffisamment pour que la tête ne passe pas, parce qu'en fait, si la tête passe, en fait, on est sûr que la souris va pouvoir passer par ce petit trou, quoi. Et en fait, pour le corps humain, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas la tête, hein, sauf que c'est le bassin. Alors, l'idée, c'est pas de dire que si le bassin passe dans un trou, alors le corps humain passe. L'idée, c'est de dire que quand vous voulez faire un mouvement à votre corps, c'est-à-dire le déplacer, le faire aller en avant, lui faire une vrille, lui faire un salto, par exemple. En fait, il faut penser d'abord à déplacer le bassin. Alors, pourquoi déplacer le bassin ? Parce que, alors là, je vous ai mis une petite vue simplifiée du bassin. Parce qu'en fait, entre le bassin, bassine, hein, le bassin supporte l'ensemble des viscères. C'est une masse quasiment inerte qui ne bouge pas, entourée par la ceinture abdominale. Et au-dessus, vous avez le buste sur lequel sont attachés les bras. Donc le buste est ici. Donc vous avez cette partie qui est extrêmement dense, qui est peu mobile. En fait, on peut faire quelques inclinaisons à gauche et à droite. On peut se pencher un petit peu vers l'avant et un petit peu vers l'arrière, mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou, on ne peut pas faire de grands mouvements avec ce buste. Alors ça ne signifie pas que les mouvements ne sont pas puissants, hein. Mais c'est assez limité comme mouvement. Donc en fait, c'est un bloc qui est très stable, qui est solide, qui est solidaire en fait. Et cette partie-là, en fait, il faut en premier chercher à bouger cette partie-là du corps qui rassemble une grande partie du poids du corps. Donc c'est aussi simple que ça. Alors vous avez donc, vous voyez ce bassin ? Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez le faire tourner, hein, vous pouvez le faire pivoter. Alors le bassin n'est pas en lévitation. Quand on vous dit il faut faire bouger le bassin, votre bassin vous devez l'orienter comme ceci, vous devez faire ceci. Le bassin n'est pas en lévitation, vous ne le commandez pas comme ça et ce n'est pas lui qui se déplace tout seul. Vous avez des points d'appui qui permettent de déplacer le bassin. Le bassin se déplace par le mouvement des jambes qui est transmis jusqu'aux hanches. Vous voyez ? Et par l'influence
qu'ont le poids des bras. Vous voyez les bras ici, là? En fait, ils vont servir de levier, on va le voir un petit peu plus tard, pour mobiliser, pour bouger le bassin. En ce qui concerne donc les bras, comme je vous le disais, regardez, je vous ai mis pour bien vous expliquer le rôle des bras. Vous avez un guépard ici qui prend un virage. Alors, il faut savoir que le guépard, ça court au moins à 50 km/h. Hein. Ça court au moins à 50 km/h. Et au moment alors c'est pas du terrain plat, il n'a pas de basket, c'est sur du terrain très escarpé. Et en fait là sur l'image, il prend un virage. Alors pour éviter de prendre la tangente, hein, sortir du virage, en fait il va projeter sa queue vers l'extérieur du virage. Et en projetant sa queue vers l'extérieur du virage, il ramène de la force à l'intérieur du virage, ce qui l'empêche de prendre la tangente. Et donc, cette queue lui sert de balancier. Cette queue lui sert de balancier pour stabiliser sa trajectoire et aussi pour influer, pour gouverner sa trajectoire. Et bien en fait, pour les êtres humains, vous avez les bras qui sont longs, qui sont lourds et qui sont très mobiles. Et donc ces bras, pour vous aider à déplacer le bassin, vont servir de balancier. Les mouvements vont être beaucoup plus complexes que ce que j'ai décrit pour le guépard, mais il faut retenir cette idée-là. Et donc, c'est exactement la deuxième règle, c'est que les membres, c'est-à-dire les bras et les jambes, servent au déplacement du bassin. Donc on a décrit juste au-dessus comment agissaient les bras. On peut voir maintenant comment agissent les jambes. Je vous ai donné tout à l'heure l'explication, je vous ai expliqué que le bassin ne tournait pas tout seul, il n'était pas en apesanteur, et que c'était les jambes qui le faisaient tourner par le biais des hanches. Eh bien, regardez par exemple sur le phénomène du lancer. Les hanches sont orientées légèrement vers l'arrière, ici. Et ensuite, pour lancer la balle, il faut faire effectuer aux hanches, au bassin, un demi-tour, presque un peu plus qu'un demi-tour. Et pour effectuer ce demi-tour, on a besoin de faire une double rotation des hanches. En faisant la double rotation des hanches, on passe de cette position, c'est-à-dire la position 1 sur le dessin, à la position 3. À la position 3. Donc on passe de cette position, la position 1, à la position 3. Et les jambes, les appuis au sol, vont avoir pour objectif de faire tourner le bassin correctement pour pouvoir lancer la balle. Alors voilà, une petite parenthèse pour expliquer ce mouvement de double rotation de hanche sur une vidéo et pas une séquence d'images. Ce sera beaucoup plus parlant. Alors, ça c'est la position de départ avant de lancer à la main droite. La balle est dans ma main droite. Et ce qu'on constate, c'est que le bassin est quasi presque à la perpendiculaire par rapport à la future trajectoire de la balle. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est prendre de l'élan déjà, tirer la jambe gauche. Et là, mon bassin, il va devoir se retourner, faire 180 degrés, aller de l'autre côté. Et comment je vais faire pour tourner mon bassin? Vous voyez, double rotation de hanche. Ce sont mes jambes qui tournent et cette double rotation de hanche, va va induire une rotation du bassin. Voilà. Et donc ce mouvement, on va le retrouver dans beaucoup de sports et notamment, donc évidemment en tricking, lorsqu'on va faire un butterfly. Donc là, le départ, c'est exactement le même. L'objectif, ça va être de
faire un demi-tour à la hanche et la double rotation de hanche, elle est à ce moment-là et elle va induire le mouvement de bassin. Troisième règle de fonctionnement. Alors là, c'est plus, on rentre vraiment plus dans le tips, hein, dans l'astuce. C'est que les vrilles se font selon les axes croisés. Alors, qu'est-ce que sont les axes? Alors, vous connaissez plusieurs axes du corps humain. Vous connaissez, ou vous connaissez peut-être pas cet axe-là. Tiens, je l'ai oublié. Je vais le mettre en post-prod. Vous avez l'axe qui est ici, qui va être le plus important, qui est l'axe longitudinal. Bon, cet axe-là, il ne va pas nous être utile aujourd'hui. C'est l'axe qui part, voilà, qui va d'avant en arrière. Alors, c'est surtout cet axe-là qui va nous être... C'est de cet axe-là qu'on va discuter. C'est l'axe longitudinal. Et en fait, les vrilles au trekking ne se font pas selon cet axe-là, en fait. On ne tourne pas autour de cet axe-là. Première raison, c'est que contrairement à la gymnastique, où on insiste sur le fait que les vrilles se font selon l'axe longitudinal, eh bien, les appuis ne se font pas sur deux pieds. Les appuis se font sur un pied. Donc les appuis ne se font pas sur deux pieds, mais sur un pied. Et donc de ce fait, il est tout à fait normal que l'axe de rotation soit décalé. Donc j'ai demandé à la demoiselle de se mettre sur un pied pour montrer clairement où est cet axe-là. Alors vous voyez qu'en fait cet axe, il vient relier l'épaule à la hanche opposée. Donc ça c'est l'axe. Et pourquoi un axe croisé? Parce qu'en fait quand on tire l'autre axe, épaule droite, hanche opposée, ben en fait ça fait une croix. Et donc ces axes, on peut les prolonger le long du bras, le long du bras quand on le prolonge, et le long de la jambe. Et c'est surtout la prolongation de cet axe-là, le long de la jambe, qui va vous aider pour la vrille. Alors petit exemple, alors en vidéo ça passera certainement mieux. C'est un petit exercice que je donne aux débutants pour faire comprendre le mouvement du B-twist. Hein. C'est effectuer le B-twist sur un bloc trapézoïdal de gymnastique. Alors en fait, le B-twist, c'est un butterfly, c'est-à-dire un papillon avec une vrille à l'intérieur. Donc la vrille se fait ici. Alors quand je vais lancer mon papillon, vous voyez ce pied-là, je vais tout de suite et le plus vite possible chercher à le positionner dans l'axe de rotation. Une fois que ce pied est positionné dans l'axe de rotation, eh bien je vais pouvoir faire tourner tout mon corps autour de cet axe-là. Vous voyez, l'autre jambe tourne autour de cet axe-là. Hop, donc là c'est le pivot ici. Voilà, je vais vous mettre ça en vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Alors voilà, lorsqu'on va lancer un B-twist, vous voyez la jambe de swing, donc moi je fais un B-twist de gaucher, c'est la jambe gauche qui part en premier. Il faut que cette jambe-là soit bien tendue pour prolonger l'axe de rotation. Vous voyez bien qu'en fait ici, l'axe de rotation, c'est la jambe, c'est l'axe croisé prolongé par la jambe. Et en fait, cette façon de vriller va aussi vous faciliter la tâche lorsqu'il faudra réaliser un swing. Voilà, donc ça c'est l'exemple sur le B-twist. Sur le cork, on va avoir aussi le même phénomène. Donc là c'est un petit enchaînement avec un rise TD. Et là, ce qu'on voit, pareil, c'est que la jambe de swing sert d'axe de rotation. Et en fait, ça va avoir un double intérêt. C'est que vous allez faciliter vos vrilles, vous allez optimiser vos vrilles, mais en plus de ça, vous allez pouvoir garder une stabilité et un contrôle sur cette jambe de swing pour pouvoir enchaîner juste après. Donc là, on voit bien cette rotation autour de la jambe de swing. Et cette jambe de swing qui reste bien stable vous permet d'enchaîner juste après.
Voilà. On a donc vu dans la première partie de cette conférence dédiée à la structure de l'entraînement, d'une part, les qualités physiques nécessaires à la pratique du trekking, et d'autre part, les règles simples de biomécanique qu'il faut appliquer. Donc, une règle simple de biomécanique qu'il faut appliquer. Si tu es débutant, ou que ça fait longtemps que tu n'as pas fait du trekking, ou tout simplement que tu veux te remettre en forme, j'ai un e-book que je peux te proposer. Dans cet e-book, en fait, il y a 8 séances à mettre en place. En gros, c'est un petit programme que tu peux étaler dans le temps. Et ces 8 séances vont te permettre de te remettre en forme pour pouvoir pratiquer le trekking. Les exercices qui y sont ne demandent aucun matériel. Ils sont vraiment très faciles à mettre en place. Et cet e-book qui m'a pris quand même pas mal de temps à réaliser. J'ai réalisé les illustrations, les exercices. Il m'a pris beaucoup de temps. Eh bien, je te l'offre gratuitement. Si tu veux l'avoir, cet e-book, tu regardes en description et il y a un lien vers un formulaire. Tu remplis le formulaire et tu recevras dans ta boîte aux lettres, dans ta boîte mail, cet e-book. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette conférence, de cette première partie. La partie 2, 3 et 4 sont encore en tournage et en montage. Allez, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce pour soutenir la chaîne et mon travail. Et donc voilà, si vous pensez que j'ai fait le travail et que cette conférence vous aide, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, on se revoit bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao la faune.